Bonjour, nous sommes le mardi 15 novembre et aujourd'hui 3 sujets de longueur inégale. Un premier sur lequel je ne me suis pas trompé, les crypto-monnaies, et 2 sur lesquels je me suis trompé, ce qui est quand même relativement rare, l'Ukraine et l'Amérique de Donald Trump. Alors, on commence par le premier, les crypto-monnaies. J'ai annoncé depuis le tout début, c'est-à-dire quand même il y a une dizaine d'années, si je m'en souvenir, quand on a vu apparaître le Bitcoin, qu'il s'agissait d'argent de Monopoly, qu'un jour ou l'autre, ça apparaîtrait en surface. Entre-temps, les banques centrales, à ma grande surprise, ont pris la chose plus ou moins au sérieux. Il y a même eu des bourses qui se sont mises en place, même pour des produits dérivés sur des crypto-monnaies. Alors je rappelle que pour moi les crypto-monnaies, ça n'existe pas du tout. Ce sont des jetons commercialisables. Ce sont des jetons comme ceux de Casino, c'est comme de la monnaie de Monopoly et il faut y croire. Il faut y croire. Si des copains font entre eux des opérations avec de l'argent de Monopoly parce qu'ils ont décidé qu'entre amis on pouvait le faire, et puis qu'un beau jour il y en a un qui se retire en exigeant de tout le monde qu'on transforme ça en argent réel, les autres sont, ils sont en mauvaise passe. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a des gens qui se retirent et qui demandent à ce que cet argent de Monopoly dont on avait dit que ça valait autant, il y avait un taux de change entre ça et des vraies monnaies, des gens se retirent et demandent à ce qu'on soit remboursé, à ce qu'ils soient remboursés en vrai argent. Et évidemment, les premiers qui l'exigent, ils partent avec des vraies sommes de monnaie, puis les autres, ils conduisent simplement à la faillite. Les gens qui n'ont pas les réserves nécessaires, il y a ce fonds FTX ou FTX qui s'était écroulé il y a quelques jours, la semaine passée. Ces gens disaient qu'ils avaient constitué des réserves extraordinaires, des provisions, etc. Oui, 1 milliard de dollars pour les 9 milliards qui s'étaient engagés à verser si on leur demandait. Et bien entendu, on n'a pas trouvé les 8 milliards. Truc en cascade. Il y a eu un peu des combines, des règlements de compte à l'intérieur de ce monde. Le responsable de FTX, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un monsieur ou en couleur, qui en particulier était un donateur important du Parti démocrate aux États-Unis. On le voit avec des amis à lui, comme M. Tony Blair, ancien Premier ministre anglais, britannique, M. Clinton, etc. Ce brave monsieur s'était lancé dans une sorte de croisade de régularisation de ce marché des crypto-monnaies entre guillemets. Ça lui a valu des ennemis dans le milieu, et en particulier il y a un autre monsieur qui s'appelle Chen, j'ai bon souvenir, qui lui n'était pas d'accord avec cette idée de cracher dans la soupe, et qui en particulier lui a demandé qu'on lui rembourse de l'argent qu'on lui devait, et ça a précipité la chute de ce fonds FTX. Bien entendu, les autres fonds qui sont toujours là disent que, jurent, croix de bois, croix de fer, que leurs réserves, leurs provisions sont plus importantes. Mais un marché de ce type-là, fondé uniquement sur la croyance de Google, ça n'a pas très grande... Comment dire, c'est d'une très grande fragilité. Il y a quelqu'un, un commentateur dans mon blog, qui est pourtant une personne qui fait des commentaires intelligents d'habitude, qui a dit finalement le dollar c'est la même chose, puisque c'est dématérialisé, c'est-à-dire en fait l'argent circule maintenant sous forme numérique. Quelle différence ça fait, on ne sait pas, mais les gens croient que ça veut dire que ça n'existe plus vraiment, que ce n'est plus adossé à de l'or, cette vieille croyance qu'une monnaie ne peut pas exister si elle n'est pas traduisible, transformable de manière immédiate en quelque chose de sonnant et trébuchant, c'est-à-dire par exemple des métaux qu'on peut revendre au poids véritablement sur d'autres marchés que le marché financier. Mais non, bien entendu, ce qui soutient une monnaie, c'est tout un système étatique qui est derrière cette monnaie. C'est le fait que... Pourquoi est-ce qu'on fait confiance au dollar? Eh bien parce qu'il y a parmi les gens qui achètent des obligations aux États-Unis, la plupart de ces gens sont convaincus que les États-Unis feront tout ce qu'il est nécessaire, non seulement pour rembourser ces emprunts qui sont faits par l'État, mais aussi pour verser les intérêts. C'est ça. C'est donc, qu'est-ce qui garantit une monnaie qui est fiduciaire, c'est-à-dire qu'il faut croire que les billets représentent bien cette monnaie en tant que telle. C'est le fait qu'il y a la richesse d'une nation qui est là, qui elle l'adosse,
par le biais, avec l'intermédiaire d'une banque centrale qui a la possibilité d'injecter ou de retirer de l'argent à l'intérieur de l'économie de ces pays-là. C'est donc pas rien ce qu'il y a derrière le dollar, c'est pas rien ce qu'il y a derrière l'euro, le yen, le yuan, etc. Mais derrière le bitcoin, l'ethereum, toutes ces monnaies, ces crypto-monnaies, il n'y a absolument rien pour les soutenir, seulement une grande pyramide, une grande cavalerie, la crédulité des gogos. La crédulité des gogos, ça représente moins d'argent véritablement que l'économie des États-Unis, celle des pays qui utilisent l'euro comme leur monnaie. Il y a une différence, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et le fait que les monnaies circulent maintenant sous forme de virement, c'est-à-dire on ne doit pas sortir des pièces et des billets, ça n'a aucune signification particulière, c'est anecdotique. C'est comme le fait qu'on utilise aussi des billets ou des pièces de monnaie. Le fait que ce soit les opérations numériques ne change rien à la qualité d'une monnaie en tant que telle. Et une monnaie peut être une véritable monnaie sans qu'on puisse l'échanger sur des quantités importantes ou faibles contre de l'or ou contre de l'argent, contre de véritables métaux précieux. Si vous ne comprenez pas ce type de mécanisme, j'ai publié en 2009 un livre qui s'appelle L'argent, mode d'emploi, où j'explique tout cela de manière très détaillée, comment ça marche vraiment. Je démystifie au passage un certain nombre de légendes. Pourquoi est-ce que j'ai la capacité de le faire? Parce que j'ai travaillé véritablement pendant 18 années dans le cœur même du système financier, dans les banques. Je sais comment ça marche, même si c'est des choses qu'on ne répète pas nécessairement au public, même si c'est des choses qu'on ne trouve pas dans les livres d'économie, parce que les financiers sont assez muets sur les choses qui les concernent vraiment. Ils n'ont pas envie que ça se sache vraiment dans le monde extérieur, y compris le monde universitaire. Chose sur laquelle je me suis trompé, la guerre en Ukraine. J'ai cru, je ne vais pas prendre l'excuse que beaucoup de gens comme moi ont cru que la Russie pourrait envahir l'Ukraine et l'annexer de manière relativement simple. Je me suis trompé. Je n'ai pas fait confiance au peuple ukrainien. Je n'ai pas fait confiance au fait que l'OTAN, même si l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, que l'OTAN s'est présenté comme fournisseur d'un certain nombre de choses, comme un certain nombre d'objets qu'on peut utiliser sur les champs de bataille comme des tanks, apporter des munitions, apporter des systèmes plus performants dans certains cas que ceux de la Russie, qu'on peut, dans des pays de l'OTAN, qu'on peut former des troupes ukrainiennes, les aider, qu'on peut leur offrir du renseignement, qu'on peut leur offrir des communications par satellite, etc. Bien entendu, quand on ne peut pas envoyer des troupes véritablement parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ça rend les choses un tout petit peu plus compliquées, mais on a quand même ce que certains appelleront à très juste titre une répétition générale pour la Troisième Guerre mondiale que nous n'avons pas encore eue, mais que on pourrait imaginer que la guerre en Ukraine joue le même rôle que celui de la guerre d'Espagne dans les années 36, 37, 38 en Espagne, où les grandes puissances du monde se sont affrontées par combattants interposés. On peut imaginer qu'on est en train de tester un certain nombre de choses en Ukraine, avec d'un côté la Russie et peut-être l'Inde et la Chine, aux côtés de la Russie. On est peut-être en train de tester les forces en présence, de voir comment se conduisent différents types d'armements sur des terrains des champs de bataille où on ne les a pas encore utilisés, comme ça a été le cas pour l'Espagne. J'hésitais un petit peu, c'est un peu par habitude que j'avais l'air de dire, que je disais que la Chine et dans une certaine mesure l'Inde se trouvent du côté de la Russie. Et si je suis un peu décontenancé, c'est parce que je viens de lire un article qui me fait réviser ma position. Les positions dans la journée d'hier, essentiellement d'avant-hier peut-être, affirmées par la Chine et par l'Inde, qui marquent leur distance par rapport à la Russie. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer, peut-être en relation avec ces conversations qui ont eu lieu hier entre M. Xi Jinping, représentant son pays, la Chine, et M. Biden, représentant le sien, les États-Unis.
États-Unis, troisième de mes points, où on peut tirer le bilan, je vais commencer à le faire petit à petit, des élections qui ont eu lieu. Je vous rappelle qu'on s'attendait à, comme d'habitude dans le cas des midterms, c'est-à-dire de ces élections à mi-mandat pour un président, en général un vote de protestation, c'est-à-dire que le parti du président prend une raclée. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. J'ai déjà parlé des raisons principales pour ça. L'apparition des jeunes qui votent massivement plus à gauche que leurs aînés, la mobilisation qui a eu lieu sur la décision de la Cour suprême des États-Unis, une Cour suprême marquée très à droite, même à l'extrême droite. Si vous suivez mes commentaires depuis quelques années sur mon blog ou sur mes vidéos, vous savez que c'est une vieille tradition du pays que la Cour suprême soit à droite, voire même à l'extrême droite. La décision de confier par la Cour suprême, de confier entièrement aux différents États la possibilité de pouvoir avoir un avortement, a mobilisé les femmes dans l'ensemble du pays. Un certain succès aussi du point de vue économique, du point de vue des packages voilà, de l'aide aux étudiants ayant des prêts, et un certain nombre d'autres facteurs ont fait que le vote, les démocrates n'ont pas subi la raclée qui leur était prévue. Ils vont sans doute perdre au niveau du Parlement, de House of Representatives, mais ils l'emportent d'ores et déjà au niveau du Sénat. Si je donne pas de résultat définitif pour le Parlement, c'est parce que les résultats ne sont pas encore connus. On n'a pas encore une majorité absolue pour le Parti républicain, mais c'est peut-être une question d'heure. Ils sont tout près des 218 sièges qui leur assureraient une majorité. Mais fait très intéressant, à l'intérieur même du Parti républicain, des candidats ont été parrainés par Trump, et dans leur ensemble, à de très rares exceptions près, et souvent là, dans ce cas-là, au niveau local, les candidats de Trump ont perdu dans leur tentative d'obtenir un siège ou de maintenir un siège du Parti républicain au niveau local. Si raclée il y a eu lors de ces élections, ça a été une raclée pour les partisans de Trump. Il y a bien entendu au Parlement, au Sénat, aux États-Unis, des gens qui se sont affirmés massivement et de manière, je dirais, un petit peu dramatique en faveur de Trump, en particulier en répétant auprès de lui que les élections présidentielles avaient été truquées. On va voir maintenant que les candidats trumpistes ont subi une raclée. On va voir comment ces gens vont vouloir se situer. Alors, on nous annonce pendant quelques heures Trump annonçant sa candidature à la présidence. On ne sait pas trop dans quel climat ça aura lieu, et en particulier une déclaration d'aujourd'hui. Monsieur Murdoch, donc à la tête d'un empire de presse, a déclaré aujourd'hui qu'il ne soutiendrait pas Trump dans sa tentative présidentielle, alors que sa chaîne télévisée Fox News a été véritablement pendant des années, depuis 2015 en tout cas, le fer de lance de la croisade de monsieur Trump en vue d'obtenir le pouvoir et de s'y maintenir par la suite. Monsieur Trump qui, par ailleurs, dans un pays qui reste relativement équilibré du point de vue politique, est exposé à un certain nombre de procès importants, l'un pour ses innombrables tricheries sur le plan financier dans l'obtention de prêts, un procès qui lui a été fait au niveau de l'État de New York, et où il risque d'être malmené. Je ne parle même pas de sa firme qui, elle, se trouve aussi au sein d'un procès, mais où il pourrait éventuellement réchapper à cela. Il y a aussi, bien entendu, le procès qui lui est fait pour avoir interféré d'une manière indiscutable dans les élections dans l'État de Géorgie, où des conversations ont été enregistrées, où il demande carrément à la personne responsable du décompte des votes de lui trouver les 11 000 voix qui lui manquent. Bon, bien entendu, ça fait mauvaise impression. C'est véritablement au niveau et de l'intimidation et d'une interférence inacceptable au niveau des élections.
Et enfin, le procès qui lui est fait pour avoir emmené avec lui de la Maison-Blanche, quand il a quitté le pouvoir, des quantités de documents sous le sceau du secret, des documents confidentiels, des documents secret défense qu'on a trouvés dans ces différents tiroirs, dans des caisses à Mar-a-Lago, qui est donc un hôtel qu'il possède et qui est sa résidence désormais en Floride. Le procès qui lui est fait en particulier sous la loi qui règle l'espionnage aux États-Unis. La presse continue de se demander si Trump avait subtilisé ces documents dans le but soit de vendre l'auréole, soit d'en faire la source de revenus par ailleurs. Vous savez que dans mon cas, je soupçonne Trump d'avoir continué à palabrer avec des puissances étrangères, des représentants de puissances étrangères, et peut-être éventuellement même avec M. Poutine, dont il a toujours dit que c'était un excellent ami, de même pour les dirigeants nord-coréens, dont il a affirmé que désormais ils étaient ses amis à titre personnel. Voilà, on nous dit... Est-ce la gloriole ou est-ce la promesse de sommes supplémentaires? Je n'exclus pas, et je n'exclus pas depuis des années qu'il s'agisse de sa collusion à titre personnel avec des puissances étrangères aux États-Unis. Voilà, un petit point sur l'actualité. 3 parties, les crypto-monnaies, la situation en Ukraine et enfin la situation aux États-Unis. Voilà, à bientôt.